Bonsoir et bienvenue dans cette suite l'hebdo, le retour sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Voici les titres de ce vendredi 2 octobre. Le président de la République était présent dans les Yvelines ce vendredi. Il s'est exprimé sur le projet de loi sur les séparatismes. Tour d'horizon des réactions des élus du département. La députée La République En Marche de la 6e circonscription, Natalia Pouzireff, sera également avec nous. La Paris Cyber Week dans l'actualité également vient de refermer à la Maison de la Chimie. Enjeu essentiel de cette deuxième édition, la formation dans le domaine de la cybersécurité. Start-up, grandes entreprises collectivités des Yvelines étaient présentes. Et puis, déplacement d'Olivier Véran à la cave des Yvelines ou encore assise du numérique depuis Montigny-le-Bretonneux, nous reviendrons sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'était l'actualité du jour. Le président de la République était au Mureau dans les Yvelines pour prononcer un discours sur le futur projet de loi sur les séparatismes qui sera d'ailleurs présenté le 9 décembre prochain. Pour revenir sur ce discours, Natalia Pouzireff, bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de la 6e circonscription des Yvelines. Première question, alors on accusait un petit peu Emmanuel Macron d'être trop prudent, de ne pas prononcer les mots islam radical ou encore islamisme. On vient de l'entendre aujourd'hui, c'est fait. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je crois que le président a réussi un exercice assez difficile, mais sincère, sans faire d'amalgame, sans vouloir stigmatiser les individus d'une communauté ou d'une autre, mais en ciblant très clairement, très nettement la question, les problèmes posés par l'islamisme, donc cette version politique qui dévoie les principes républicains, l'islamisme radical. Et outre la sémantique du discours du président, il a annoncé 5 piliers. C'était vraiment les 5 mesures phares sur le futur projet de loi sur le séparatisme. L'une des mesures qui fait beaucoup réagir, c'est celle sur l'école. On écoute justement la déclaration du président de la République à ce sujet. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Donc, on l'a bien compris, le président l'a déclaré, plus du tout d'école à la maison à partir de 3 ans, sauf impératif de santé. Quel impact pensez-vous que ça va avoir justement sur les 50 000 enfants scolarisés à domicile selon les chiffres du président et leurs parents? Et également, tous ne sont pas évidemment dans une forme de séparatisme islamiste. Eh bien, il a aussi, je pense, le président de la République souligné qu'on notait un accroissement des déscolarisations. Donc, il y a bien un phénomène qui se met en place et qui conduit à ce que les enfants soient retirés de l'école parce qu'ils ne vont pas participer aux activités sportives, à la piscine, à d'autres activités sous des prétextes fallacieux et qui mènent à leur retrait de l'école pour être placés dans des structures, soit familiales, soit complètement en dehors du système et en dehors de tout contrôle. Or, l'école se doit d'être le creuset qui prépare nos futurs citoyens. Donc, il est important que ces enfants soient, comme il l'a dit, exposés à l'altérité, qu'ils soient dans un environnement qui soit propice à leur donner leur libre choix et la liberté de devenir les futurs citoyens de la nation. Donc pour vous, ça ne va pas pénaliser justement des enfants qui étaient scolarisés à la maison et qui ne faisaient pas partie forcément de cet islam radical, de ce séparatisme, de ce communautarisme ? Eh bien, je crois qu'il faut être pragmatique. Il y aura toujours des exceptions par voie de dérogation. Il en a déjà annoncé une qui concerne les enfants qui sont peut-être malades, qui ont besoin de rester chez eux. Et je pense que dans d'autres circonstances, et c'est lorsque le projet de loi sera examiné à l'Assemblée que nous pourrons décider d'amender ou pas, voir si nous faisons entrer dans cette catégorie d'autres dérogations qui pourraient être basées sur le fait que les enfants sont les éloigner d'une école ou bien qu'ils ont une pratique du sport.
c'est pour ça que le passage du texte de loi à l'Assemblée pourra être enrichi et pourra répondre à ces interrogations. Et justement, est-ce que vous avez déjà, vous, en tant que député, des idées d'amendements? Alors, moi, j'ai une idée d'amendement qui concerne effectivement l'enseignement, qui serait, puisque il a été annoncé que des cours de langue arabe seraient organisés dans le cadre de l'école ou dans des activités périscolaires bien encadrées. Je pense que c'est tout à fait favorable pour éviter que les cours de langue ne se fassent dans des circonstances et des endroits où il peut y avoir en même temps un mélange avec du prosélytisme je dirais des sortes de madrasa, c'est absolument ce que l'on veut éviter. Donc, je suis favorable à ça, mais je suis également favorable pour que l'enseignement des religions soit beaucoup mieux consacré en 6e ou en 5e et que ce soit plus seulement un enseignement qui soit fait sur une période historique, qu'on ait une étude, je dirais, comparée de toutes les religions dans une perspective historique, bien entendu, et complètement laïque. Du coup, une autre mesure, c'est l'obligation de neutralité pour changer de sujet, déjà applicable donc aux agents du service public. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait l'étendre aux délégataires de service public, donc ça concerne les entreprises privées évidemment. Le Parisien à ce sujet revient aujourd'hui même sur la radicalisation de Michael Harpon, ce policier qui il y a un an avait assassiné 4 de ses collègues à la préfecture de police de Paris. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France pour rappel, a même déclaré sur RMC que le véritable danger était moins le séparatisme que l'entrisme, ce phénomène donc, la présence d'islamistes radicaux dans la fonction publique. Pensez-vous que cette mesure sera efficace contre ce phénomène ? Écoutez, en tout cas, c'est une mesure très forte qui a été prise, d'étendre aux entreprises délégataires du service public, d'étendre ce principe à ses salariés. On leur donne des outils. Il faut voir que certaines étaient un peu en désespérance. Ils ne pouvaient pas imposer des mesures de façon assez forte. Là, la loi leur permettra. C'est une aide à ces entreprises. Et puis, dans ce qui est la fonction publique, il faut renforcer le contrôle. On le voit bien, je crois que dans la préfecture de police, il y a eu sans doute un manque de vigilance. Donc, tous les services de la fonction publique sont appelés à renforcer leur vigilance, bien évidemment. Gérard Larcher, nouvellement réélu au Sénat, était invité ce matin sur le plateau de France Info. Il y a déclaré ceci. C'est un sujet que le président a repoussé depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et le sujet essentiel, c'est le sujet de la laïcité dans la République. Vous savez, pour moi, le fondement, c'est la loi de 1905. Le principe, c'est Aristide Briand qui nous le rappelle. La loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Tout est dit. Et à partir de cela, on peut décliner, j'allais dire, ce qui doit être au cœur des valeurs de la République. Et donc refuser tout ce qui sépare, tout ce qui fragmente la République et la communauté nationale. Le président, lui, l'a dit dans son discours, le problème, ce n'est pas la laïcité, je cite. Il a déclaré même qu'il fallait aider l'islam dans notre pays à se structurer et il a annoncé parmi ces 5 mesures que les imams seraient désormais formés en France par le Conseil français du culte musulman, évidemment, plutôt qu'à l'étranger. Est-ce que cet engagement de l'État est compatible avec la laïcité en France ? Eh bien, je crois que c'est cas souhaitable et compatible, bien sûr, à ce que nous ne soyons pas en train de subir des influences étrangères. Donc, la même chose pour le financement. Tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise n'a pas lieu d'être dans notre République. Et donc, des mesures pour faire en sorte justement que les influences étrangères ne veulent pas nous séparer, nous diviser, et se laisser 4 ans, hein, laisser une période de temps pour qu'on arrive à monter en puissance pour former des imams et des psalmodieurs français en France. Je pense que c'est une mesure réaliste et qui convient au cadre, il ne déroge pas au cadre de la loi de 1905, parce que ce ne sera pas l'État qui sera en responsabilité, ce sera bien les responsables de culte musulmans qui seront en responsabilité.
Eh bien, merci Natalia Pouzirev d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans l'actualité également, la deuxième édition de la Paris Cyber Week se tenait à la Maison de la Chimie mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre. Au programme des rencontres et des échanges entre les différents acteurs du domaine de la cybersécurité, des startups, des grands groupes, mais aussi organismes et collectivités publiques, avec un enjeu majeur, la formation sur ce secteur. Un reportage de Nicolas Dandry. Une invitée de marque pour le deuxième jour de la Paris Cyber Week, Maria Gabriel, commissaire européenne à l'innovation et à la recherche. Le numérique et la cybersécurité, un enjeu majeur pour l'Union européenne, avec notamment la question de la formation. Nous avons besoin d'experts. Aujourd'hui, il nous manque 300 000 experts en cybersécurité. C'est pour cela le rôle de l'éducation, le rôle des universités est fondamental. Nous avons besoin de nos enseignants, des enseignants qui puissent parler des métiers de la cybersécurité, qui puissent avoir accès à des formations. Des conférences, des échanges informels, cette deuxième édition permet de mettre en avant les expériences de terrain. C'est le cas notamment du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, engagé dans la cybersécurité. L'avantage avec Saint-Quentin en Yvelines, c'est que lorsqu'on a une idée et qu'on veut l'expérimenter, souvent on a un très bon accueil des équipes. Nous avons été proactifs à la fois avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour développer des formations de niveau master. Nous sommes aussi en lien avec l'ISTI, avec l'école d'ingénieurs de l'UVSQ. Parmi les acteurs dynamiques sur ce territoire, Oxybox et Silicomsila, deux sociétés guyancourtoises à l'initiative de la création de l'association FIRST. La création de cette entité a été annoncée durant la Paris Cyber Week. Elle regroupe 7 PME spécialistes de la cybersécurité. Notre ambition est de pouvoir travailler ensemble afin de faire émerger un écosystème, de pouvoir permettre d'adresser efficacement le marché et donc de permettre une amélioration globale du niveau de sécurité des TPE-PME. Et surtout, accompagner les TPE et les PME dans leur trajectoire d'innovation autour des métiers de la cybersécurité. D'après nos informations, Saint-Quentin en Yvelines serait en contact avec les collèges du territoire et l'éducation nationale pour orienter les stagiaires de 3e vers les entreprises spécialistes du numérique et en cybersécurité. Revenons maintenant sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. Deux ministres, Olivier Véran et Adrien Taquet, se sont rendus à la cave des Yvelines de Versailles, mercredi 30 septembre, pour présenter un dispositif pour éviter les impayés des pensions alimentaires et prévenir la précarité. Lancé jeudi 1er octobre, 140 millions d'euros y seront alloués. Un reportage de Michael Elmidoro et de Nicolas Dandry. Deux ministres à la cave de Versailles ce mercredi 30 septembre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et le secrétaire d'État Adrien Taquet, chargé de l'enfance et des familles, sont venus présenter la première phase du service public sur les pensions alimentaires. Objectif du dispositif, éviter les impayés et prévenir la précarité des familles. D'abord, elle est capable de vous verser une allocation d'environ 116 € par mois pour vous permettre déjà de tenir en attendant que ce service public aille prélever directement sur les ressources du conjoint qui n'a pas versé la pension alimentaire ce qu'il vous doit de manière à vous le verser, y compris d'ailleurs en regardant jusqu'à 2 ans en arrière. Ainsi, il n'y aura plus demain de pension alimentaire non versée. Ce dispositif lancé ce 1er octobre est attendu par des dizaines de familles yvelinoises. C'est le cas pour jolie fille Serioli, mère de 4 enfants originaire de Montigny-le-Bretonneux, séparée depuis 4 ans. Ça facilite énormément de choses, énormément de démarches, parce que c'est vrai que c'est pas évident, malgré les procédures judiciaires, malgré être passé devant la justice pour fixer des pensions alimentaires. Dans les Yvelines, on recense plus de 39 000 familles monoparentales. Actuellement, 852 procédures de recouvrement pour impayés de pensions alimentaires sont ouvertes. Mercredi 30 septembre, la ville de Montigny-le-Bretonneux organisait le premier forum sans solution à la rentrée. Un événement en partenariat avec Yvelines Information Jeunesse. Au programme, rencontre avec des professionnels, offre de contrats et de formation. Reportage de Justine Brasier. Accompagner les jeunes sans projet, c'est ce que propose le forum Sans solution à la rentrée. Un événement organisé à Montigny-le-Bretonneux. Il permet aux jeunes de rencontrer des professionnels de la formation et de l'emploi. L'objectif de ce forum, il est de pouvoir faire bénéficier les jeunes du bassin, Saint-Quentin et Versailles, d'offres d'emploi, d'offres de contrats d'apprentissage, de formation, qu'ils puissent effectivement à un moment donné s'orienter
et qu'on puisse leur donner des outils et aussi vraiment des offres d'emploi pour pouvoir avancer suite à cette crise qui a été vraiment très dure. 42 exposants étaient présents sur place pour l'occasion. Objectif, proposer aux jeunes service civique, emploi ou encore formation. Remplir nos classes qui ne sont pas pleines, pour à la fois nous ça nous permet de les remplir et puis ça permet de trouver des solutions pour les jeunes qui n'en ont pas et qui cherchent encore des places dans ces formations-là. Ils peuvent se renseigner, prendre contact et puis s'inscrire. 200 jeunes entre 15 et 20 ans étaient attendus. Ils sont venus pour candidater ou encore se renseigner pour leur projet. Je cherche un emploi ou un stage en librairie et j'espère, grâce aux organismes comme Pôle emploi, Sky Emploi et à la mission locale où je suis déjà inscrite, pourront peut-être m'aider en tout cas à trouver un travail ou un stage. Je me suis essentiellement renseignée auprès de ces organismes. Il y a plein de gens accessibles qui sont là pour répondre à toutes nos questions, notamment Sky Emploi, si j'ai bien compris, qui a plein de choses à proposer, donc à voir pour les recontacter et s'inscrire sur leur site. Un autre forum sera organisé le mercredi 7 octobre. Il se déroulera à la Maison des associations d'Aubergenville. Mardi 29 septembre, nous vous parlions des enjeux liés au numérique qui ont explosé ces dernières années. Le numérique est partout, omniprésent dans nos vies. Il nécessite néanmoins des interrogations. Les assises du numérique qui avaient lieu mardi à Montigny-le-Bretonneux ont permis de réfléchir et d'aider les élus à s'emparer de ce sujet. Les précisions d'Astrid Bergère. Comment réussir la transformation digitale de nos territoires? C'était tout l'objet des 3e assises du numérique. Parmi les thèmes abordés, l'e-santé, la sûreté urbaine, la dématérialisation ou encore le numérique pour l'éducation. Et cette année, ces sujets ont une résonance particulière. Pendant évidemment la crise sanitaire et le confinement qu'on a connu, on a vu que le numérique prenait vraiment une place prépondérante dans la vie des citoyens. La première table ronde était consacrée au numérique pour l'éducation. Raccordement à la fibre très haut débit ou achat de vidéoprojecteurs interactifs, les établissements opèrent un tournant. Et depuis 2015, 18 collèges des Yvelines participent à un projet pilote grâce auquel 10 000 élèves et 1000 professeurs ont reçu des tablettes. Un des souhaits était de travailler le passage du manuel scolaire papier traditionnel à un ensemble de ressources numériques, dont les manuels scolaires numériques, pourquoi pas. Cette table ronde était donc l'occasion, entre autres, de faire le bilan de ce projet pilote qui s'achève cette année. Pour les élèves, l'ajout d'appareils numériques comme la tablette en plus des outils papier semble bénéfique. La tablette leur sert pour leurs cours, la tablette leur sert au moment des examens aussi, puisque nous avons intégré dans l'oral de soutenance du brevet des collèges le fait qu'ils soient en mesure de montrer un usage pertinent de leur outil numérique. Et cela va aussi développer des ambitions personnelles chez les élèves. Le bilan est d'autant plus positif pour cet établissement qu'élèves et professeurs ont utilisé la tablette pendant tout le confinement. Ça nous a permis de garder du lien véritablement avec nos élèves et de continuer un travail de qualité. Ça n'a pas juste été un pis-aller. Moi je dis souvent en m'en amusant, mais comme on n'avait pas les scories du quotidien, et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai terminé mon programme en 3e en lettres. Au total, plus de 400 personnes ont participé à cette 3e assise du numérique. Pour la 4e année, le Salon de l'innovation Itonomie se tenait au Muro du 30 septembre au jeudi 1er octobre. Les entreprises exposantes avaient toutes pour but de mettre le numérique au service de l'autonomie des personnes dépendantes. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmuth et de Bichente Mérien Santisteban. Organisé par la plateforme départementale Invi, le salon Itonomie a pour but de proposer des solutions tournées vers l'avenir pour les seniors ou les personnes en situation de handicap. Des conférences ainsi que de nombreux stands étaient proposés durant les 2 jours de l'événement. On a créé le Hub Itonomie qui a pour ambition de développer un incubateur, un accélérateur de projets, notamment d'organiser le territoire d'expérimentation et le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine qui sont les principaux soutiens. Il était important de travailler sur des leviers pour améliorer les conditions de travail des professionnels.
Parmi les exposants présents, de nombreuses entreprises yvelinoises qui cherchent à collaborer afin d'améliorer et diversifier leurs services. L'idée là, c'est de faire un appartement immersif. On va pouvoir voir les différentes technologies qui peuvent être adaptées au logement. Alors il y a bien sûr notre téléassistance, le Jarvis Access, mais vous voyez, il y a tout un tas d'autres produits ici, de la vaisselle spécifique pour les personnes atteintes de Parkinson. On a des tables qui peuvent s'ajuster en termes de hauteur. Le but étant de rapprocher ces technologies et de les mettre à disposition des patients et à la disposition du corps médical afin que lui-même puisse prolonger sa bienveillance sur le patient, des fois même en dehors de l'hôpital ou de la clinique. Ouvert au public lors des éditions précédentes, l'Itonomie était cette année réservée aux professionnels. La crise sanitaire a d'ailleurs impacté certaines demandes. On a aussi la demande, des fois départementale, d'avoir des technologies qui s'intègrent beaucoup plus dans l'habitation du patient lui-même, afin d'avoir une interaction à la fois avec le monde médical, l'accompagnant bien sûr, ou la famille. Un salon virtuel a aussi été mis en place pour pouvoir assister aux stands et aux conférences à distance en cette période d'épidémie. Jeudi, nous sommes partis à la découverte du brame du cerf. Depuis mi-août et jusqu'à mi-octobre, c'est le moment propice pour aller l'entendre. Le parc animalier et forestier, l'espace Rambouillet, situé à Sonchamp, est l'endroit idéal pour découvrir ce son particulier, immersion. Voici le brame, le cri caractéristique du cerf. Entre la mi-août et la mi-octobre, c'est la période de reproduction du roi de la forêt. Pour impressionner les biches et de façon à repousser les autres mâles, le cerf pousse son brame pour pouvoir transmettre ses gènes. À l'espace Rambouillet, où la grande faune forestière gambade dans les 180 hectares de forêt, faire entendre ce phénomène naturel aux visiteurs est un moyen de faire de la pédagogie. Tout le plaisir que les gens vont prendre ici, on espère que c'est du plaisir qu'ils vont après ça répercuter sur tous les milieux naturels qu'ils iront voir après. Que ça va les inciter à sortir, à venir dans les forêts et à venir avec beaucoup de respect en fait par rapport au milieu naturel. Pour répondre à cet objectif, le parc animalier et forestier, géré par l'Office national des forêts, organise d'ailleurs des animations, tôt le matin ou assez tard le soir, pendant toute la période du brame. Un guide accompagne les curieux pour aller au plus près des animaux. Mais le parc est aussi ouvert toute la journée pour qui souhaiterait partir en quête de ce son si particulier. L'idée, c'est de prendre l'air. Voilà. Moi, je ne connaissais pas l'espace Rambouillet, donc ça me permet aussi de découvrir. Et puis, c'est la période des brames des cerfs. Donc, c'est vraiment, voilà, on y venait pour ça. Un peu tous les animaux. Les sangliers, j'en ai déjà vu. Des biches et pourquoi pas des cerfs. Les visiteurs qui auront eu la chance ou non d'entendre le brame pourront dans tous les cas venir à l'espace Rambouillet observer les naissances issues de cette période de reproduction. Les petits faons devraient naître en mai ou juin prochain. Et pour terminer cet hebdo, la Nuit Blanche revient à la Commanderie ce samedi 3 octobre de 20h à minuit. De nombreux rendez-vous sont prévus pour l'occasion. Et parmi les propositions artistiques, la compagnie Le Grand Jeté, elle donnera 2 représentations de son spectacle Réplique dans la cour de la Commanderie à 21h et 22h30. Nous reviendrons sur cet événement culturel incontournable dans le 7-8 journal de lundi. C'est déjà la fin de votre 7-8 l'hebdo. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau résumé de l'actualité de la semaine dans les Yvelines. D'ici là, l'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres sur notre site internet tv78.com ou sur notre application mobile TV78. Jusqu'ici, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne soirée.